Bienvenue dans Fragile mais debout, un podcast sincère, à mi-chemin entre la réflexion thérapeutique et le récit intime. Moi, c'est Julie. Je suis psychologue clinicienne depuis plus de 20 ans et spécialisée en thérapie comportementale et cognitive depuis 2016. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter s'intitule « Sommes-nous condamnés à rejouer l'histoire de notre famille ?» Je te propose aujourd'hui de plonger au cœur des transmissions familiales. Dans chaque histoire, il existe des parts lumineuses, des héritages précieux que l'on aime raconter. Et puis, il y a aussi des zones d'ombre, des choses que l'on préfère taire. Car qu'on le veuille ou non, nous transmettons toujours quelque chose de notre histoire. Et ces héritages se transmettent parfois inconsciemment, à travers les générations. Ils peuvent donner naissance à des répétitions douloureuses, addictions, violences, mais aussi transmettre des forces, de la résilience, des capacités d'adaptation, des talents. Alors, qu'est-ce qui explique ces transmissions ? Pourquoi certaines blessures semblent-elles se rejouer malgré nous ? Pourquoi reproduisons-nous parfois exactement ce que nous avions juré de ne jamais faire ? Et surtout, sommes-nous réellement condamnés à répéter l'histoire familiale ? Aujourd'hui, je t'invite à un voyage un peu particulier, un voyage au cœur des générations, des héritages. Nous parlerons des transmissions transgénérationnelles, des loyautés invisibles, des schémas précoces et des rôles familiaux. Des notions parfois complexes, mais qui permettent souvent de mieux comprendre comment notre histoire familiale continue de vivre en nous. Parce qu'au fond, prendre conscience de son histoire, c'est peut-être commencer à ne plus la subir entièrement. Alors, bon voyage! Entre les mots famille et faille, il n'y a qu'une lettre de différence. Étrange coïncidence, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Aucune famille, aussi unie ou idéale puisse-t-elle paraître de l'extérieur, n'est totalement parfaite. Toutes portent en elles des réussites, mais aussi des traumatismes, des souffrances. La mienne fait partie de ces familles où les cicatrices étaient visibles et racontées à voix haute. Je me souviens très précisément des récits que ma mère faisait de son enfance, un récit traversé par l'abandon, l'insécurité. Elle parlait d'une mère défaillante, d'un père inconnu, de questions restées sans réponse. Mon père, lui, parlait parfois de sa mère avec beaucoup de tendresse. Mais dès qu'il évoquait son père, le ton de sa voix se durcissait. Il décrivait un homme alcoolique, violent, destructeur. Et lorsqu'il avait bu, les souvenirs devenaient plus sombres, parfois même terrifiants. Je crois qu'une partie de moi aurait préféré ne jamais entendre certaines de ces histoires, car elles m'angoissaient profondément. D'ailleurs, parfois, les fantômes du passé venaient hanter mes nuits. Mais en même temps, j'étais fascinée par elles. Comme si comprendre d'où je venais pouvait m'aider à comprendre qui j'étais. Je me suis longtemps demandé pourquoi mes parents nous racontaient tout cela. C'est probablement là qu'est née chez moi cette fascination pour les transmissions. J'ai commencé à m'intéresser à mon histoire, à mes ancêtres, à ce qui se répétait. En reprenant l'arbre généalogique commencé par ma mère, j'ai découvert des répétitions troublantes. Suicide, violence, addiction, maladie. Un vrai programme de réjouissance. Et surtout, des ressemblances parfois saisissantes entre les deux branches de ma famille. Une question s'est alors imposée. Étais-je moi aussi condamnée à rejouer cette histoire ? Cette peur s'est installée progressivement. Puis, elle est devenue plus intense, lorsque j'ai réalisé une chose plus difficile encore à accepter. Malgré tous leurs efforts, la famille que mes parents avaient construite ressemblait à certains endroits à ce qu'ils avaient voulu fuir. Comme si certaines souffrances continuaient malgré tout à circuler, malgré la volonté consciente de les arrêter. Face à cela, j'ai développé une obsession. Rompre le cycle, ne pas reproduire. Mais avec les années, ma candeur s'est évaporée. J'ai découvert, à mes dépens, que la volonté seule ne suffisait pas toujours. Les grands principes que je m'étais juré de suivre enfant, je ne boirai jamais, je ne serai jamais comme eux, je ne me plaindrai jamais, ont fini par se fissurer. Alors que je m'étais promise de ne jamais boire, jamais fumer, quelques années après la mort de mon père, j'ai moi aussi utilisé certaines conduites pour anesthésier mes émotions. Ma mère, quant à elle, occupait souvent une position de victime, une posture que je rejetais profondément. Alors, presque naturellement, en tant qu'aînée, j'ai pris la place inverse. Celle qui porte, qui prend soin des autres, qui ne se plaint jamais. Aujourd'hui encore, je mesure à quel point ce rôle a façonné ma manière d'être en relation, mais aussi à quel point il peut parfois m'épuiser, me pousser à m'oublier, à me faire osciller malgré moi
entre la posture du sauveur et celle de la victime. Au fil du temps, j'ai pris conscience de toute la complexité du transgénérationnel. Nous pouvons détester certains comportements, les dénoncer, jurer de ne jamais devenir comme nos parents, et malgré tout, répéter. Alors j'ai cherché à mieux comprendre. Thérapie, lecture, formation. Je me suis intéressée à la thérapie systémique, à la psychogénéalogie, au schéma précoce. Je pensais naïvement que comprendre suffirait à me libérer, que la lucidité suffirait à transformer. Quelle illusion! Parce qu'avant moi, mes parents avaient déjà mené ce combat. Eux aussi avaient essayé de briser certaines chaînes. Eux aussi avaient voulu faire autrement. Et pourtant, leur réussite avait été incomplète. Comme la mienne le sera probablement aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aurais aimé pouvoir leur parler de tout cela, les remercier pour ce qu'ils m'ont transmis, leur dire que je continue ce chemin après eux, que j'essaie moi aussi de me défaire de certaines loyautés invisibles, et surtout leur dire que j'ai compris une chose essentielle. La transmission ne se résume jamais à ce que l'on choisit consciemment de transmettre. Alors si je partage cela avec toi aujourd'hui, ce n'est pas pour nourrir une vision fataliste de la famille. Au contraire, toi qui m'écoutes, j'aimerais que tu retiennes ceci. Il n'est jamais trop tard pour comprendre, pour évoluer, demander de l'aide et apprendre à vivre autrement. Lorsque l'on parle de transmission familiale, on pense souvent aux ressemblances visibles, au nom. Il a mes yeux, elle a mon caractère, il a le même rire que son grand-père. Et bien souvent, nous aimons imaginer que nous transmettons surtout ce qu'il y a de beau en nous, comme si nous pouvions choisir. Mais la transmission familiale est bien plus complexe que cela. Le transgénérationnel nous invite justement à penser la transmission sur plusieurs niveaux. Le conscient et l'inconscient, le désiré et le subi. Autrement dit, nous ne transmettons pas uniquement ce que nous souhaitons transmettre. Et surtout, nous ne gardons pas que ce que nous souhaitons garder. Au-delà des gènes ou du patrimoine matériel, une famille transmet une manière d'être au monde. Et parfois même, des blessures qui n'ont jamais pu être réellement pensées ou apaisées. Carl Jung parlait d'ailleurs du complexe familial. Il considérait la famille comme une structure émotionnelle partagée, un système composé de règles, de secrets, de peurs, qui façonne profondément notre manière de nous percevoir, mais aussi ce que nous croyons devoir être pour mériter l'amour, la reconnaissance ou la sécurité. Et une grande partie de ces transmissions se fait de manière totalement inconsciente, parce qu'un enfant n'apprend pas seulement à travers ce qu'on lui dit. Très tôt, il perçoit ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, qui a le droit de pleurer, de dire non, d'avoir des besoins, qui protège les autres, qui porte les problèmes. Dans certaines familles très rigides ou dysfonctionnelles, ce système peut devenir une sorte de scénario implicite, comme une pièce de théâtre déjà écrite, dans laquelle chacun hérite inconsciemment d'un rôle. Le sauveur, le clown, le parfait, le bouc émissaire. Et ces rôles ne sont pas réellement choisis. Ils apparaissent souvent comme des stratégies de survie émotionnelle. Parce que l'enfant comprend très tôt que pour préserver l'équilibre familial et surtout préserver sa place dans le système, il doit devenir quelqu'un. Quelqu'un qui parfois s'éloigne profondément de lui-même. Le problème, c'est qu'à force de jouer un rôle, nous finissons par croire que ce rôle est notre personnalité. Parfois, les attentes sont clairement exprimées, et parfois, sans qu'aucune phrase ne soit jamais prononcée, l'enfant développe des croyances profondes. Je dois être fort, je ne dois déranger personne. Mes besoins passent après ceux des autres. C'est notamment ce que décrit la thérapie des schémas de Jeffrey Young. Elle montre comment certaines expériences répétées dans l'enfance construisent des schémas précoces. Des filtres émotionnels qui influencent ensuite nos émotions, nos comportements, nos pensées et surtout nos relations. Par exemple, une personne ayant grandi en prenant soin des autres pourra développer un schéma d'autosacrifice. Elle aura énormément de difficultés à s'affirmer. Une autre, ayant grandi dans un environnement imprévisible, pourra devenir hyper vigilante. Une autre encore pourra apprendre à s'effacer complètement pour éviter les conflits, le rejet ou l'abandon. Et souvent, ces fonctionnements deviennent tellement automatiques qu'ils nous paraissent naturels. Cela nous amène à une autre notion essentielle, celle des loyautés invisibles, un concept développé par le psychiatre Ivan Borzomeni-Nagy.
Les loyautés invisibles désignent ces fidélités inconscientes qui nous relient à notre famille. Même lorsque certains fonctionnements nous ont fait souffrir, une partie de nous reste profondément attachée au système familial. Certaines personnes restent dans des relations destructrices, reproduisent certaines violences ou prennent soin de tout le monde jusqu'à s'oublier elles-mêmes. Non pas parce qu'elles le veulent consciemment, mais parce qu'une partie d'elles reste fidèle à une histoire ancienne. C'est aussi pour cela que nous pouvons parfois reproduire exactement ce que nous avions juré de ne jamais refaire. Parce que la volonté consciente ne suffit pas toujours à désactiver des mécanismes émotionnels appris très tôt. Alors non, cela ne signifie pas que notre destin est écrit. Et il est important de le rappeler. Certaines approches transgénérationnelles ont parfois dérivé vers des visions très déterministes, comme si tous nos problèmes venaient uniquement de nos ancêtres, comme si nous étions condamnés à répéter éternellement les mêmes scénarios. Trop facile, non ? Or, les choses sont beaucoup plus complexes. Oui, nous sommes influencés, mais nous ne sommes pas programmés. Heureusement, rien n'est totalement figé. Le cerveau reste plastique, les relations peuvent réparer et la conscience peut transformer. C'est souvent dans cet éveil de conscience que commence ce que Jung appelait le processus d'individuation. Le moment où une personne commence progressivement à se différencier du scénario familial, à questionner les rôles imposés, les injonctions. Le moment où on cesse peu à peu de jouer automatiquement la partition transmise pour essayer de devenir davantage soi-même. Mais ce chemin est rarement confortable ni linéaire. Il comporte des retours en arrière, des moments de fatigue et parfois même de la culpabilité. Comme si le fait d'aller mieux, de penser autrement ou de vivre différemment revenait à s'éloigner des siens. Pourtant, c'est parfois précisément cette trahison de loyauté qui ouvre un espace de liberté intérieure. Un espace où quelque chose peut enfin commencer à se transformer. Cela demande du courage, de la lucidité et souvent beaucoup de patience envers soi-même. Nous ne cessons donc jamais totalement d'être influencés par notre histoire, mais nous pouvons apprendre à ne plus lui obéir aveuglément. Parce que certes, nous ne choisissons pas l'histoire dans laquelle nous naissons, mais nous pouvons parfois choisir la suite du récit, décider de ce que nous souhaitons continuer à transmettre et de ce que nous voulons enfin voir s'arrêter avec nous. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais te proposer un petit temps d'introspection, un moment pour observer, comprendre et peut-être commencer à mettre un peu de lumière sur certaines choses. Si tu le peux, installe-toi confortablement et prends quelques secondes pour respirer. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. À présent, je t'invite à porter doucement ton attention sur ton histoire de famille. Y a-t-il, dans ta famille, certaines souffrances qui semblent se répéter ? Des dépendances, des séparations, des violences qui touchent les générations, de génération en génération. Si tu le souhaites, tu peux noter sur une feuille ce qui te vient, sans chercher à tout comprendre, simplement observer les liens qui apparaissent. Puis, demande-toi, y a-t-il une situation, un comportement, que je m'étais juré de ne jamais reproduire ? Prends un instant pour y réfléchir, et si tu le souhaites, note-le aussi. Peut-être qu'ici se cache une forme de loyauté invisible. Maintenant, essaie d'identifier certaines croyances que tu portes depuis longtemps. Ces phrases intérieures, automatiques, que tu as peut-être fini par prendre pour des vérités. Par exemple, le monde est dangereux, mes émotions sont un problème, je dois tout gérer seul, je dois sauver les autres. Une fois que tu les as identifiées, demande-toi doucement, cette croyance m'appartient-elle réellement ? Ou ai-je appris à voir le monde ainsi à travers mon histoire familiale ? Enfin, observe la place que tu occupes le plus souvent dans tes relations. Es-tu celui ou celle qui sauve, qui évite les conflits, qui a du mal à s'affirmer ? Prends le temps de réfléchir à ces différentes questions. Reviens-y si tu en as le besoin. Regarde maintenant l'ensemble de tes réponses. Quels constats émergent ? Y a-t-il des liens que tu n'avais jamais vraiment remarqués auparavant ? Peut-être
Ressens-tu aujourd'hui le besoin d'aller plus loin? Si tu en as la possibilité, offre-toi cette opportunité. L'opportunité de réfléchir à ce que tu souhaites conserver de ton histoire, mais aussi à ce que tu aimerais transformer. Parce que retracer son histoire familiale, prendre conscience des injonctions implicites héritées de sa famille, permet parfois de s'autoriser à vivre une vie qui ne soit pas uniquement dictée par le passé. Nous sommes influencés par notre histoire, mais nous ne sommes pas condamnés à la répéter éternellement. N'oublie jamais ça. Peut-être qu'au fond, il n'est pas question de briser les chaînes, ni d'effacer son histoire, ni de renier d'où l'on vient. Peut-être que le véritable enjeu, c'est plutôt de devenir conscient de ce que l'on porte, de ce que l'on rejoue, des rôles que l'on a appris à tenir pour être aimé, accepté, ou simplement pour survivre émotionnellement. Et cette conscience, elle passe d'abord par la reconnaissance de ce qui nous traverse, les émotions, les loyautés invisibles, les rôles. Elle passe aussi par cette compréhension essentielle. Avant de devenir des adultes, nous avons d'abord été des enfants. Des enfants qui se sont adaptés du mieux qu'ils pouvaient au milieu dans lequel ils grandissaient, tout comme nos parents avant nous. C'est aussi accepter que dans chaque famille, il existe des héritages qui soutiennent et d'autres qui enferment. Des transmissions qui réparent et d'autres qui blessent. Peut-être qu'entamer une transformation, c'est commencer à remettre du choix, là où il n'y avait jusque-là que de la répétition. Peut-être qu'aucune génération ne répare complètement ce qui l'a précédé. Peut-être que chacun fait simplement une part du chemin, un peu plus de conscience et de liberté intérieure, un peu moins de répétition et de souffrance transmise. Et parfois, ce simple pas change déjà énormément de choses, pour soi, pour ceux que l'on aime et pour ceux qui viendront après nous. Parce que non, nous ne choisissons ni la famille dans laquelle nous naissons, ni l'histoire qui nous précède, mais nous pouvons progressivement choisir ce que nous décidons d'en faire. Et parfois, c'est précisément là que le changement commence, quand on cesse uniquement d'accuser le passé, ou de le fuir, pour commencer à le regarder en face. Alors n'oublie pas ceci, ce que nous traversons peut aussi devenir un espace de transformation, une occasion de mieux se comprendre, de développer de nouvelles ressources et parfois même de transmettre autrement. Merci d'avoir pris ce temps pour toi. Si cet épisode a résonné en toi, n'hésite pas à le partager. À très bientôt pour un nouvel épisode de Fragile mais debout. Et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.